Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse tous les jours sur Bismart en direct à 17h. Une émission que vous pouvez également retrouver en replay sur le site bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, le Bureau of Labor Statistics revoit légèrement la progression des prix à la consommation à la baisse pour le mois de décembre 2023 dans le cadre de sa révision des ajustements saisonniers. L'IPC passe ainsi d'une hausse initiale de 0,3% à 0,2% donc pour le dernier mois de 2023. Si le chiffre pourrait venir donner une marge de manœuvre supplémentaire à la Fed, la tendance reste globalement la même avec un rythme de 3,3% sur les 3 derniers mois de l'année, hors alimentation et énergie. Nous reviendrons en plateau sur ce réajustement en fin d'année pour comprendre l'incidence que cela pourrait avoir donc sur la politique monétaire de la Fed, mais aussi sur la réaction des marchés obligataires. On note que le 10 ans US qui était aux alentours des 4,17% ce matin est tombé à 4,13% suite à la publication de l'indice IPC révisé pour ensuite aller chercher tout de suite après les 4,19% que nous avons actuellement. Nous commenterons également en plateau la saison des résultats, bien sûr, avec les nombreuses entreprises qui ont publié cette semaine. Et nous reviendrons plus précisément, alors bien sûr sur la tech, peut-être sur l'intelligence artificielle, mais sur le secteur du luxe, alors que Hermès annonce une hausse de ses ventes plus importante que prévu au 4e trimestre donc de l'année dernière. Hermès qui touche un plus haut historique, tandis que L'Oréal, de son côté, recule fortement après avoir publié des ventes inférieures aux attentes en lien avec le recul de la demande chinoise. L'Oréal qui passe du coup derrière Hermès en termes de capitalisation boursière donc à la suite de ses résultats. Et à noter également qu'Ubisoft fait état de son côté de résultats meilleur que prévu et bondit d'une 15% sur la séance. Vous en aurez le résumé complet dans un instant dans Tendance mon ami. Et puis enfin dans la deuxième partie de l'émission, nous profiterons de notre rendez-vous ETF mensuel pour faire un point sur l'année écoulée en matière de gestion passive. Nous aurons le plaisir de recevoir en plateau comme d'habitude pour en parler Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour présenté par Pauline Gratel. La bourse de Paris est à l'équilibre en cette fin de semaine, plus calme du côté des résultats. On rappelle que la semaine a été particulièrement chargée en termes de publications. Le CAC hésite aujourd'hui entre les publications de 2 de ses entreprises, celle d'Hermès saluée et celle de L'Oréal boudée. Commençons donc avec Hermès. La société fait état d'une hausse plus importante que prévue de ses ventes au 4e trimestre, à plus 10,5%. Son profit est en hausse de 28% à 4,3 milliards d'euros en 2023 et dépasse les attentes. En plus de ces résultats, Hermès gâte ses actionnaires et propose un dividende exceptionnel de 10 euros par action en complément d'un dividende ordinaire en hausse au titre de l'exercice 2023. Hermès se dit aussi confiant sur le marché chinois à moyen et long terme. Axel Dumas, son dirigeant, précise aussi qu'il ne voit pas de rupture de tendance en Chine pour le moment. Ces résultats sont salués par les investisseurs, le titre est en hausse de 6% et en tête du CAC. L'Oréal publie des ventes ressorties inférieures aux attentes des analystes pour l'ensemble de l'année précédente et même si L'Oréal fait état d'un bénéfice net en hausse à 6,2 milliards d'euros, les investisseurs retiennent plutôt le recul des ventes en Asie du Nord à moins 6,2% et sont ainsi déçus par cette publication. Le titre cède quasiment 7% au cours de la séance et finit lanterne rouge du CAC. Ubisoft publie des résultats nets supérieurs aux attentes et prévoit surtout des réservations nettes en forte hausse au 4e trimestre, ce qui pourrait bien lui permettre d'atteindre un nouveau record annuel. Le PDG du groupe explique que ces bons résultats sont dus à plusieurs lancements récents. Cette publication est saluée par le marché, le titre d'Ubisoft bondit de 20%. Côté macro, les investisseurs ont pris connaissance de la seconde estimation de l'inflation allemande en janvier. Elle ressort à plus 3,1% en données harmonisées, en ligne avec les attentes des analystes. Le mois précédent, l'inflation allemande s'élevait à plus 3,8%. Concernant l'inflation américaine, l'indice a augmenté à 3,3% sur un an au 4e trimestre, ce qui correspond à l'estimation préliminaire. La semaine prochaine, les investisseurs prendront connaissance de nombreuses données macroéconomiques, comme notamment les indices des prix aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France pour janvier, courant de la semaine prochaine. Côté micro, la séquence résultats se poursuit la semaine prochaine. Lundi, Michelin publiera notamment.
Voilà donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les informations et les tendances donc de la planète marché. Ce soir, 3 experts nous accompagnent sur le plateau de Smart Bourse. Patrice Gautry est avec nous tout d'abord. Bonsoir Patrice Gautry. Bonsoir. Vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Yves Maillot. Bonsoir Yves Maillot. Bonsoir. Président de YAM Capital. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Rosier également. Bonsoir Frédéric Rosier. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Alors messieurs, beaucoup de sujets à traiter ce soir. Évidemment, un S&P 500 qui dépasse, qui touche, qui a touché d'ailleurs dès l'ouverture les 5000 points. On va revenir sur la saison des résultats. Et puis on va peut-être commencer avec vous, Patrice Gautry. C'était l'information macroéconomique du jour, ou en tout cas l'information qu'on attendait avant qu'elle soit publiée. Maintenant, on a un peu l'impression que c'est une micro-information. C'était la révision donc de l'indice IPC sur les 3 derniers mois de l'année 2023, avec une très légère surprise, ou en tout cas une très légère modification, une inflation un tout petit peu moins forte au mois de décembre que ce qu'on avait anticipé. Est-ce que ça change radicalement la manière dont on aborde le sujet début 2024, Patrice Gautry ? Alors, les révisions, effectivement, sont très faibles. Il y a quelques mois qui ont été révisées à la hausse, mais l'essentiel, c'est que sur les derniers mois, il y a peu de révisions et elles ne sont pas à la hausse, elles sont même plutôt légèrement en bas. C'est plutôt un ouf de soulagement, en fait, parce que même M. Powell l'avait signalé en disant pourvu que les révisions ne soient pas comme l'année dernière, où on ait tout le profil d'inflation qui change. Donc en fait, c'est une non-nouvelle, mais c'est aussi un ouf de soulagement, c'est-à-dire ça laisse la fenêtre ouverte. Et en fait, ce que l'on voit, c'est sur les prochains mois, donc on va commencer avec l'inflation donc, qui va être publiée la semaine prochaine, bien sûr. Et puis ça va se poursuivre. Donc en fait, le fait d'avoir des petites révisions fait que le glissement annuel va passer assez rapidement en dessous de 3%. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le petit problème, c'est que en fait, les effets de base ne sont plus là. Donc on va janvier, février, mars, avril, mai, juin, on va rester entre de 9, de 8, de 7, de 6. Ça ne va pas beaucoup évoluer. Alors que l'inflation cœur, donc qui elle n'a pas été révisée d'ailleurs en rythme mensuel donc sur l'année passée, devrait plus converger vers plus tard les 2,5. Et puis après, le mois de juin, on aura encore un peu d'effet de base, ce qui veut dire qu'on rentre dans un range, un intervalle qui serait compris entre 2 et 2,5, ce qui veut dire que là, et c'est tout de suite une porte ouverte en fait pour la Fed. D'accord. Elle sera véritablement confortable sur l'inflation, la convergence des indices cœur, CPI par rapport à Headline CPI et de rejoindre aussi après des PCE et corps PCE à partir du mois de juin. Donc, grosso modo, mai, juin, juillet, c'est peut-être la fenêtre si la Fed veut se caler sur le scénario d'inflation. Est-ce qu'on peut dire que ça vient quelque part valider le scénario ou en tout cas la stratégie de la Fed sur 2023, cette révision finalement qui reste dans les lignes de ce qui a été anticipé? Alors on le voit, et puis toutes les communications qui sont issues, qui sont nouvelles, là, qui viennent après la publication donc, de ces non-décisions du côté de la Fed, on ne bouge pas les taux. Bien sûr. Mais on attend et on voit, et en fait tous les gouverneurs sont à peu près d'accord. Donc il y a une assez belle homogénéité, je dirais, pour attendre, mais peut-être qu'ils ont en tête ce scénario en disant l'inflation piétine un petit peu, puis après elle franchira un pas un peu plus bas. Et puis on attend aussi, bien entendu, l'évolution du marché du travail. C'est là l'autre signal. Le signal précédent était plutôt du côté chaud, avec des surprises qui étaient bonnes pour l'économie, mais moins bonnes sur la trajectoire de ralentissement attendu des salaires par la Fed. Et donc là, on espère peut-être que justement cette zone de confort dans laquelle on va rentrer en termes d'inflation sera validée par un ralentissement, et donc on revient avec un scénario soft landing sur le marché du travail qui permettra à la Fed d'être véritablement, pour le second semestre, dans un intervalle de confort. Peut-être un mot de la croissance américaine avant de passer à la saison des résultats. On continue là-dessus. Le soft landing est le scénario central aujourd'hui. Est-ce que tous les éléments qui nous proviennent laissent entendre que c'est le seul scénario à l'heure actuelle ou Alors en fin d'année dernière, il fallait convaincre que l'économie américaine n'entrerait pas en récession. Bien sûr, ça a même été le sujet de toute l'année. Maintenant, il faut convaincre que l'économie américaine va ralentir, parce qu'on y dit, mais non, c'est en train de réaccélérer. Donc oui, ça devrait ralentir. Je ne pense pas que les rythmes tant sur le marché du travail que sur l'économie ou même la dynamique de consommation resteront sur la même vitesse. On va avoir des éléments donc de ralentissement, de modération. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus que simplement donc les chiffres de dire on va passer de 2,5 à 2,2 par exemple entre 2023 et 2024. Ce qui m'intéresse, c'est que derrière ces chiffres-là, il y a une normalisation de l'économie américaine. C'est-à-dire on voit maintenant que l'économie américaine est beaucoup plus prévisible. Alors ça me... Il y a encore des surprises, et elles sont plutôt du bon côté. Mais prévisible en ce sens
sens où, pendant toutes les années Covid, et juste à la sortie du Covid, c'était imprévisible. Ça pouvait partir, on l'avait vu avec le marché du travail, ça pouvait partir dans tous les sens parce que, et y compris l'inflation, on avait l'impression que rien n'était sous contrôle et que ça partait un petit peu dans tous les sens. Là, il y a une normalisation qui se fait dans l'investissement, il y a une normalisation dans la consommation entre les services et les biens de consommation traditionnels, et il y a des évolutions qui sont beaucoup plus en ligne avec des fondamentaux et une logique, une rationalité économique. Donc pour moi, ça devient plus clair, ça devient plus prévisible, et c'est pour ça que je suis assez confiant sur un scénario d'une économie qui file à 2,5, à 2,2, après avoir filé à 2,5 en moyenne l'an passé, mais ça veut dire qu'on va ralentir progressivement. Donc je maintiens l'idée, moi, d'un scénario gentil. D'accord, oui. Yves Maillot, même question. Alors on va peut-être pas revenir effectivement sur cette inflation révisée dans le détail, mais peut-être sur votre scénario en lien avec cette validation finalement de la stratégie de la Fed et des anticipations, en tout cas des premières estimations d'inflation, et sur le scénario de soft landing pour potentiellement 2024. En tout cas, on a l'impression que le spectre récessif a été éloigné par rapport à ce qu'on avait en tête en 2023. Quel est votre scénario, votre sentiment de début d'année ? Moi, je n'élabore pas de scénario économique. Bien sûr. Mais si on s'en tient à ce qui vient d'être décrit, on est quelque part un peu dans ce qu'on appelle les scénarios Goldilocks pour le marché financier, pour faire le lien. Les actions ont deux moteurs, le niveau relatif des taux d'intérêt, et ça c'est directement la conséquence de ce qui va être fait ou pas fait, et avec quel calendrier par la Banque centrale, et puis l'aspect croissance et évolution des profits. Et on voit qu'aux États-Unis, on est une fois de plus sur une voie qui est quand même extrêmement favorable. Sur une résistance des entreprises, quoi qu'il arrive, quelque part. Absolument. Alors, pas toutes, mais oui. Voilà, on va peut-être aborder ce point-là, même s'il y a une extrême concentration et puis des parcours qui sont quand même, en fonction des thématiques, des secteurs extrêmement différents et parfois au sein d'un même secteur. Mais voilà, sinon, si c'est un scénario de retour à une inflation telle qu'on l'a connue pendant pas mal d'années, même sur un niveau légèrement supérieur, dans un contexte où les entreprises préservent toujours leur niveau de rentabilité, que demande de plus l'investisseur action, en fait, et si les choses sont maîtrisées de cette façon-là, en tout cas du côté américain, on comprend aussi pourquoi la bourse US surperforme aussi fortement les autres. Il y a évidemment un élément essentiel derrière tout ça aussi, c'est que c'est aux États-Unis qu'on trouve les entreprises les plus concentrées dans les vrais secteurs et thèmes de ce qu'on peut appeler les game changers, et donc vers la croissance future. Donc tout ça réuni explique en fait cette divergence en termes de valorisation, si on mesure ça par des métriques comme le PER, classiquement, entre Europe et États-Unis à un niveau record, historiquement parlant, et même qui tente à battre ce record. C'est-à-dire que la divergence en termes de points de PE s'accroît encore ces derniers mois. Voilà. Et tout ça n'est pas forcément le fruit d'une exubérance du marché, mais justement la perception de choses qui se concentrent, malheureusement pour nous, Européens. Donc une concentration du marché aux États-Unis. Voilà. D'ailleurs, je constate que beaucoup de stratégistes, là où c'était moins évident ces dernières années, on était toujours un peu partagé avec notre prisme européen de préférer plutôt un peu l'Europe. Avec cette idée que ça arrive, on arrive quelques mois après. Et là, je constate qu'on est, y compris en Europe, souvent avec des stratégies qui s'orientent de plus en plus vers les marchés américains, parce que ça devient une évidence. Peut-être trop évidente d'ailleurs, mais voilà un petit peu la situation. Donc tout ça étant basé sur un scénario effectivement de maîtrise. Bien sûr. Alors tout n'est pas maîtrisé dans l'économie, mais parce qu'il y a un niveau de dette et un niveau d'élévation des déficits qui aussi, aux États-Unis en particulier, explique aussi pourquoi la conjoncture américaine n'a cessé de bien résister. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole sur cette thématique. J'avais dans l'idée d'aller d'abord sur les résultats d'entreprise avant d'aller sur les marchés, mais on peut peut-être continuer sur les marchés, puis on reviendra aux entreprises. S&P 500 à 5000 points, qui a clôturé hier juste en dessous, qui a ouvert au-dessus de 5000 aujourd'hui. Ça pouvait être un scénario de fin d'année 2024. C'est un scénario de début février 2024. Est-ce que la performance est faite ? Est-ce que on a
mal anticipé, mal analysé les réactions de marché il y a quelques mois? Comment est-ce que vous comprenez ce début d'année? Non, mais il y a un réflexe habituel qui est qu'après des performances très importantes, c'est un déroulé psychologique traditionnel lié des prises de bénéfices. Et la chose est difficile sur des secteurs en très forte croissance. Et quand on parle d'un certain nombre de thématiques technologiques, on assiste à des parcours absolument records qui donnent le vertige, mais à mon sens qui se justifient. D'accord. Et là, en entamant une nouvelle année civile, effectivement, on a beaucoup d'intervenants sur les marchés et même de gestionnaires qui sont prêts à prendre des risques supplémentaires. Et là, on voit que y a des vérités qui crient, qui sont évidemment des évidences, et on voit que le marché se focalise encore, peut-être même encore plus que ce sur quoi il a performé l'an passé. Donc on continue pour l'instant, jusqu'où je ne sais pas, mais si on parle d'un certain nombre de groupes qui font vraiment l'actualité sur le marché américain, on atteint si on regarde les choses de façon traditionnelle, sur des métriques qui amènent à des prises de bénéfices, voire de sorties complètes. Et oui. En fait, on s'aperçoit, on a beaucoup parlé de Nvidia ces dernières semaines, un exemple. Et tout ça amène une concentration de plus en plus forte des performances. On a battu un record en 2023. On s'aperçoit qu'on a 5 grands titres qui représentent le quart de la capitalisation totale du S&P. Apple, Alphabet. Mais donc, regarder regarder la performance du S&P, c'est presque trompeur. En fait, il faudrait regarder, ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui. Il faudrait créer un indice spécifique pour les 6 Magnificent, par exemple. Oui, mais en même temps, on est sur des acteurs on a le Nasdaq. Qui bénéficient de ce qu'on peut appeler des effets de puissance, avec une polarisation qui a un vrai lien avec le fondamental de ces entreprises, de ce qu'elles vendent, c'est-à-dire des effets de focalisation de leur marché, de leurs clients, qui justifient qu'elles atteignent des niveaux de capitalisation très élevés et parfois sur des niveaux de valorisation pas aussi importants que ça. Enfin, quand on additionne ce top 5, ces 5 plus grosses entreprises du S&P, on arrive à des chiffres absolument colossaux. C'est plus de 11 trillions de dollars, je crois, quand on prend ce top 5. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte, c'est près 4 fois le PIB de la France, le PIB annuel. Bien sûr. Enfin, ce sont des choses hallucinantes. Donc, ce n'est pas totalement le fruit du hasard non plus ou d'une spéculation effrénée. Une question avant de passer la parole à Frédéric Rosier. Le rallye de fin d'année dernière était un rallye avec une réelle corrélation entre marché obligataire et marché action, ou en tout cas l'un pouvait expliquer l'autre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plutôt une dichotomie entre la compréhension des deux marchés. C'est la tech qui vient fausser la donne, ou c'est plus complexe que ça? Non, il faut, pour que ces sociétés et toutes les valeurs des indices performent, un environnement effectivement de recul du prix de l'argent, des taux d'intérêt ou des anticipations favorable dans ce sens. C'est un peu la situation actuelle, malgré, on l'a vu ces dernières séances, un report peut-être des premières baisses de taux de la Banque centrale. Mais il y a aussi quand même largement le facteur croissance, le facteur rentabilité, les attentes sur les sociétés dont on vient de parler. Parce que quand on regarde l'évolution des grands indices boursiers, on s'aperçoit d'une chose qui historiquement, connaissance très rare, je suis depuis pas mal de temps sur les marchés, mais des volatilités extrêmement faibles des indices. Oui, bien sûr, oui. Extrêmement faibles et durablement faibles, ce qui est un signe de tendance positive. Et dans le même temps, on s'aperçoit, en fonction des secteurs, et même au sein des mêmes secteurs, des niveaux de variation très très élevés, assez brutales, qui montrent qu'on a une grande variabilité des performances. Tout ça s'inscrivant finalement dans les marchés qui évoluent globalement à la hausse. Donc il y a vraiment des choses très différenciées. Pour conclure sur c'était une bonne année tirée ou largement aidée par la baisse des taux. Ouais. C'est à la fois cet environnement de baisse des taux qui a favorisé la performance des marchés et en même temps du sélectif, du spécifique lié à des thématiques, lié à des sociétés. Il y a beaucoup de sociétés cotées qui sont pour l'instant sur le bord de la route. Et qui attendent, oui, bien sûr. Et qui amènent à des divergences de valorisation énormes. En termes de multiples. Donc ça non plus, ça n'est pas le fruit du hasard. C'est vraiment une prise en compte de parcours à venir et actuels très différents. C'est pas seulement l'effet marché obligataire.
Frédéric Rosier, alors on a déjà ouvert beaucoup de sujets. Votre vision un petit peu sur alors que ce soit en lien avec la situation économique ou peut-être effectivement avec la situation des marchés. On dit souvent les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Quand on regarde les indices, globalement, on a l'impression que ou ils temporisent ou ils montent. Mais bon, là sur ce début d'année, on se demande un petit peu comment va se dérouler l'année, sachant qu'on attend des baisses de taux quand même des différentes banques centrales, qu'on voit alors effectivement des techs qui résistent très bien et qui performent encore très bien, des indices actions qui, pour certains, ont fait la performance que certains voyaient pour toute l'année. Comment est-ce qu'on analyse tout ça ? Alors, il y a marché. C'est vrai que l'hyperconcentration des investissements, des performances, des capitalisations boursières, de la génération de bénéfices n'a jamais été aussi importante. Je pense dans l'histoire, d'ailleurs, il faut remonter, à mon avis, dans peut-être dans l'Antiquité pour avoir ce genre de concentration, mais des chiffres sont assez affolants. Les 7, c'est effectivement 4 fois l'Eurostock 50 en capitalisation. Si vous regardez un peu l'évolution des bénéfices pour expliquer la hausse, par rapport au 4e trimestre de l'année dernière, c'est plus 53%. Si vous prenez les 490 valeurs du S&P, on est plutôt négatif. Donc vous voyez qu'il y a une justification à cette hausse, mais elle est hyper concentrée. Elle est hyper concentrée parce qu'il y a des raisons vraiment objectives là-dessus. C'est que on avait estimé effectivement qu'il allait y avoir une croissance des bénéfices des entreprises, mais on l'a sous-estimé. Et alors aujourd'hui, quand on parle effectivement sur les valeurs croissance, l'écart entre la value et la croissance n'a jamais été aussi forte. Aujourd'hui, globalement, la croissance se paye pratiquement 30 fois les bénéfices. Mais 30 fois de la bénéfice avec des taux de croissance qui sont aujourd'hui pour ces entreprises-là à 20%, 20-25%. C'est quoi ? C'est 20 demain, 15 après-demain. Donc aujourd'hui, la valorisation, je suis désolé de le dire, mais elle est encore attractive. Okay, et ce qui change c'est pas trop cher. Non, ce qui nous pousse même à avoir des positionnements qui ne sont pas forcément hyper intuitifs. En gros, aujourd'hui, il faut acheter ce qui monte. Il faut acheter ce qui monte, il ne faut pas hésiter à acheter ce qui est au plus haut. C'est dur, c'est très très dur. Et des fois même, on a vendu des titres et on s'aperçoit qu'on a fait une erreur parce que les résultats sont meilleurs qu'attendus. Donc il faut accepter finalement de revenir un peu sur son positionnement. Je répète, il y a des faits, les chiffres ne mentent pas. Je regardais l'autre jour un chiffre sur Apple par exemple, qui c'est pas la meilleure publication, mais quelqu'un rappelait le share buyback d'Apple pour dire la capacité de cash et la trésorerie de ces entreprises aujourd'hui. Apple, c'est 450 milliards de share buyback sur 8 ans. Avec ça, elle aurait pu se payer 90% du S&P. Ça montre vraiment que ces entreprises ont une arme financière comme jamais. En plus, avec des taux élevés, vous imaginez que c'est de l'argent va à l'argent et ça continue. Et il y a un facteur qui est important et qu'on est en train de voir sur le marché, c'est qu'on a été satellisé par 6 boosters, parce que Tesla, on l'a perdu en route. On a 6 boosters qui nous ont emmenés sur les plus hauts. Mais là, on a un phénomène, ce que j'appelle d'irradiation. C'est-à-dire que on est parti sur l'AI, mais là, on est en train de regarder. L'AI, ça implique quoi ? Ça implique qu'il va falloir construire énormément de nouveaux systèmes de stockage de données, donc bien sûr, le data center, le cloud. On a vu la sécurisation. Donc on a beaucoup d'entreprises, Palantir par exemple, qui jouent la sécurisation des données augmenter de 30, 40, 50%. Le monde du PC va être bouleversé. Je vais donner ces chiffres parce que pour moi, c'est plus important pour ceux qui sont négatifs pour expliquer pourquoi il y a des raisons de penser qu'on n'est qu'au début d'une histoire. Et que c'est pas que les semi-conducteurs aujourd'hui. Semi-conducteurs. Windows 12, qui 11, pardon, qui équipe aujourd'hui, alors on est 10, il y a peu de gens qui sont passés 11, mais globalement qui équipe l'intégralité de nos PC, surtout les PC entreprises. Windows va développer bien sûr l'intégration de l'AI au sein notamment d'Office et donc sur soit release Windows 11, soit Windows 12. Et aujourd'hui, sur l'AI, sur les PC, il y a un tiers des PC dans le monde qui seraient totalement obsolètes, qui seraient inutilisables avec ces nouvelles arrivées de Windows. Ça suppose quoi ? Ça veut dire que le monde du PC qui est en décroissance structurelle depuis une vingtaine d'années, qui a rebondi avec le Covid, mais globalement en décroissance, ce monde du PC va rebondir. Et ça implique quoi ? Ça implique que tous les fabricants de semi-conducteurs vont en profiter. Tous les fabricants de cartes graphiques, et pas de la carte graphique Nvidia très très chère aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble du secteur des cartes graphiques va profiter de un marché qui est structurellement baissier qui s'appelle les mémoires, le marché de la mémoire va en profiter.
Donc ça fait beaucoup d'intervenants. Et là, ce qui se passe depuis... Et qui va bénéficier eux-mêmes encore, enfin, à ceux qui... oui, qui vont mais bénéficier. le marché, je pense, aujourd'hui, il est dans une phase... Alors, on est au plus haut, mais là, on voit quand même que l'accélération se fait plutôt dans ce monde périphérique du PC, du stockage de données, de la sécurisation. Et on voit, depuis une semaine, des bonds assez impressionnants, des sociétés qu'on ne connaissait même pas il y a peu de temps, qui pèsent aujourd'hui 30, 40, 50 milliards et qui ont gagné 30 ou 40 milliards en un mois ou un mois et demi. C'est très, très violent. On est un peu, pour resituer, on est à peu près en 99. Hormis que les entreprises que je viens de citer gagnent toutes de l'argent. Voilà. Pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est que sur la thématique intelligence artificielle en bourse, il n'y a pas que Nvidia, il y a un secteur qui se structure, c'est ça, et qui va bénéficier potentiellement de la transformation et de l'intégration. Sauf que les investisseurs c'est normal, on avait besoin d'avoir une sécurisation dans la croissance. Ces entreprises, avec leur génération de free cash flow, nous sécuriser. Donc c'est normal aujourd'hui qu'elles captent tout. Maintenant, l'investisseur qui arrive et qui se pose des questions, comment je vais rattraper le coup, comment je vais jouer un peu cette thématique là-dessus, commence à élargir son spectre. Et on voit, si vous connaissez bien Cathie Wood, par exemple, qui investit énormément sur des sociétés qui sont un peu transversales, elle, effectivement, va, à mon avis, en profiter parce que c'est tout le monde périphérique qui va en profiter. Si je vous suis, comment rattraper le coup, investissez au plus haut, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En tout cas, non, investir au plus haut, vous ferez le marché. C'est en gros pour ces valeurs. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas être en dehors et il faut regarder vraiment le monde périphérique. Patrice Gautry, sur la thématique intelligence artificielle, en lien peut-être avec une annonce qui n'est pas directement boursière, mais le CEO d'OpenAI qui veut quand même réaliser des investissements massifs dans le secteur à l'heure actuelle, justement pour structurer une chaîne de valeur. On parle de 7 000 milliards de dollars estimés d'investissement. Aujourd'hui, on ne peut plus regarder le monde sans penser intelligence artificielle. C'est plus une thématique de bourse, c'est vraiment quelque chose qui peut changer nos économies, ou en tout cas un secteur qui va devoir être pris en compte sur les années à venir. Alors, cette thématique de bourse, elle interpelle le futur de l'économie. Et je suis tout à fait d'accord avec l'image qui vient d'être décrite, c'est-à-dire qu'on est sur cette thématique-là dans la situation de 1999. Sachant qu'on nous avait promis beaucoup de choses. Et il y a eu la bulle. Il y a eu la bulle. Alors là, ce qu'on vient de dire, c'est pas une bulle. Oui, bien sûr. C'est pas une bulle parce qu'il y a des vrais bénéfices. C'est pas une bulle parce qu'en plus, derrière, vous avez des investissements publics qui aident et qui accélèrent le développement. Puisque, grosso modo, moi, quand je regarde en fait la planète monde, eh bien, tout le monde voudrait avoir du Nvidia et d'autres entreprises dont on vient de parler chez soi. Donc il y a une concurrence. Chaque État, chaque nation, chaque région est en train d'essayer de prendre le leadership. États-Unis, Chine, c'est évident, mais l'Europe aussi a essayé ou essaie de rentrer dans le jeu. Donc, pour reprendre cette image, si on est en 99, on commence l'année 2000 en quelque sorte, en ne faisant pas 2001. Hein, oui, bien sûr. Oui. Là, c'est des vrais bénéfices et des vrais investissements. Donc en fait, on va avoir, c'est 2003, 2005, voire 2010, où on a, je dirais, la vision qui n'était pas d'ailleurs, si on prend l'image du web, ce qu'on attendait du web n'a pas été véritablement délivré. En fait, les attentes ou la réalisation s'est trouvée dans d'autres secteurs. Ce qui est vrai aussi, on en parlait avant l'émission entre nous, eh bien, c'est que ça va diffuser dans tous les secteurs. C'est-à-dire que c'est à la fois l'économie, la finance, la recherche, l'industrie, la pharmacie. Tous ces secteurs-là vont être influencés à des degrés divers puisque toutes les entreprises, on le voit, alors là, c'est quelque chose de microéconomique, elles étudient en fait comment implanter l'IA de façon durable. Et c'est vrai que là, on a besoin de toute la technologie derrière. Mais alors, une question sur laquelle vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais effectivement, entre 2000 et 2020, on a vu que les grands de 2000 n'étaient pas forcément les grands de la tech de 2020. Est-ce qu'il faut s'attendre à effectivement voir des grands de l'IA émerger demain, ou au contraire de voir des business models dans chaque secteur évoluer en lien avec l'intelligence artificielle? Alors, je ne suis pas assez compétent. Oui, bien sûr, non, mais on peut faire un peu de prospective. Mais par contre, le bémol que je ferais, c'est qu'en fait... l'internationalisation, le web est venu à un moment où on internationalisait, où on délocalisait et où on avait une globalisation. Aujourd'hui, dans effectivement la course à l'IA, on a une concurrence et on a une nationalisation, c'est-à-dire en fait on raisonne par région et on échange avec ses amis. Et donc effectivement ce phénomène-là, on ne l'aura pas parce que là on est dans une stratégie qui est moins coopérative que celle que l'on avait à l'aube des années 2000 à 2010.
Ce qui veut dire que ça peut freiner par rapport à l'image que vous donnez. Mais bien entendu, ce sont les acteurs micros qui vont nous amener là dans un autre futur. Et c'est l'industrie traditionnelle, les services traditionnels qui vont voir, effectivement, au fur et à mesure de l'implantation, quel est le degré de productivité. Les études commencent à venir, des études sérieuses maintenant, commencent à venir sur, effectivement, on se projette 5 ans, 10 ans. Bon, ce sont des 100 points de base de gains de productivité supplémentaires dans toutes les économies. Mais là encore, les États-Unis vont se trouver avec un facteur d'avance considérable. Yves Maillot, même question, l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en 2023, mais surtout effectivement à un moment assez précis, notamment en lien avec les performances boursières de Nvidia. Est-ce que là c'est une thématique à garder en tête pour 2024 ? Est-ce que c'est même plus une thématique mais une tendance de fond et qui ne doit être traitée comme telle ? Comment est-ce que vous abordez le sujet aujourd'hui ? Oui, je crois que ça a été abordé par Frédéric. C'est vrai qu'on en a jusqu'à présent, en tout cas pour beaucoup de gens, parlé comme une thématique boursière, sectorielle, etc. Et que le marché, à mon sens, nous dit que c'est bien plus que ça. Et qu'on s'en rend compte quand on parle vraiment de tous les aspects de la vie économique, dans certains domaines. Et on se souvient tous d'ailleurs, puisque l'IA a été généralisée dans le grand public à travers l'outil ChatGPT. Via l'IA générative, bien sûr, oui. 13 mois, 14 mois. La vitesse de propagation et d'intégration dans des applications professionnelles spécialisées s'est faite en quelques semaines. Ah bah bien sûr, plus une seule entreprise n'envisage pas de regarder. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour me souvenir de la période 99-2002, la vitesse d'intégration dans l'économie, dans la sphère boursière, évidemment, beaucoup de spéculation rapide, mais avait été rapide par rapport à d'autres mutations technologiques, mais beaucoup moins rapide que celle qu'on vit aujourd'hui. Donc une des différences par rapport aussi à votre question précédente, c'est qu'on a là des acteurs qui sont déjà très rentables, installés, dont on a déjà donné quelques mots, dans un monde qui effectivement n'est pas du tout semblable à celui d'il y a 25 ans. Donc c'est bien plus qu'une thématique, l'intelligence artificielle, le marché nous dit. Et puis quand on regarde un peu le sujet un peu plus profondément, on s'aperçoit que là, on est dans quelque chose qui est vraiment presque civilisationnel. Enfin, d'ailleurs, qui nous amène à beaucoup de questions, etc. Et voilà, et qui est déjà rentré dans la vie de tous les jours, en fait. C'est par rapport à Internet, dont on parlait beaucoup, et moi, je me souviens très bien, c'est que tant qu'on n'a pas, il a fallu attendre quelques années, eu des infrastructures en termes de télécom suffisamment puissantes, l'Internet était resté les quelques premières années de son expansion quelque chose d'assez gadget quelque part. Là, encore une fois, on va beaucoup plus vite. Quand on fait de la gestion active sur les marchés, comment est-ce qu'on intègre la thématique ? Puisqu'effectivement, il y a Nvidia, il y a d'autres semi-conducteurs, il y a des anticipations peut-être d'irradiation sur d'autres secteurs d'activité, mais on est dans l'attente, on est dans la prospective. Comment on regarde ça ? Au départ, on voit bien que sur les marchés, beaucoup de gens ont un peu raté le train, ou le prennent et puis en sortent en disant ça y est. Voilà, donc c'est toute la difficulté, que d'abord ça se concentre sur les gros gagnants, qui paraissent évidents, qu'on connaît tous maintenant. Et puis effectivement, là, on est probablement, pour reprendre ce qui était dit, rentré dans la phase de percolation, de diffusion à d'autres secteurs ou sous-secteurs connexes. Voilà, moi je pense, il y a un thème aussi qui est un thème ultra porteur sur lequel il y a finalement assez peu d'acteurs cotés, et ils sont tous américains. Il faut être plus qui est lié à l'intelligence artificielle et qui est lié au développement en général du digital, qui est la sécurité cyber, où là, on s'aperçoit aussi qu'on est dans un marché de croissance ultra durable. Et chaque jour qui passe nous montre qu'il y a des problématiques qui enflent dans les entreprises, chez les particuliers, et qui se multiplient même. Donc, il y a beaucoup de sujets connexes au digital et maintenant à l'intelligence artificielle, qui donnent des sources, des idées d'investissement pour la gestion active, bien pour revenir à la question, mais qui pose aussi le problème de pérennité, croissance, c'est déjà trop cher, etc., etc. Toutes les questions qu'on se pose, qui bouleversent finalement les habitudes d'un investissement, j'allais dire, plus raisonnable en termes de croissance, de perception. On voit bien beaucoup de commentateurs qui sont perturbés par, effectivement, est-ce que c'est une bulle, ça va trop vite, ça a déjà trop monté, enfin voilà, en fait,
on fait un peu le tour du truc. Ouais, Alors bien qu'en sûr, fait, si on pense comme je l'exprime, le fait que tout ça est beaucoup plus profond et vraiment structurel, on n'est pas au bout de l'histoire, comme ça a été dit. Patrice Gautry, avant de passer la parole à Frédéric Rosier, pour faire le lien peut-être avec d'autres valeurs, notamment les valeurs du luxe, dont on a découvert un certain nombre de résultats cette semaine. Peut-être un mot sur l'Europe. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, on a l'impression que quand on est sur les marchés financiers, quand on analyse les marchés financiers, on a le regard tourné vers les États-Unis. Pas de croissance ou peu de croissance attendue cette année en Europe, une banque centrale dont on a l'impression qu'elle attend de voir ce que la Fed fera avant potentiellement d'agir également. Comment est-ce qu'on analyse en début d'année le sujet européen ? C'est effectivement, on est dans un monde qui est très centré sur les États-Unis et l'Europe, malheureusement, elle piétine. Et elle piétine dans un environnement qui est celui de la stagnation, de la stagflation. Bon, l'inflation va diminuer aussi. Mais là, effectivement, pour l'instant, les relevés, même si ça baisse un peu, on l'a dit dans les titres, ça baisse un petit peu en Allemagne, on est encore un peu en retard par rapport au développement que l'on a observé donc aux États-Unis. On a une disparité en Europe des performances qui est importante en termes de croissance. Le pays leader en croissance en Europe, c'est l'Espagne, 1,5% attendu cette année. Après, on a la France se tient pas trop mal, juste en dessous des 1%. Par contre, l'Allemagne n'est toujours pas au rendez-vous. Alors, on cherche dans les indicateurs quels sont les green shoots, les pousses vertes, pour dire sortons de la récession et quand est-ce qu'on va rebondir. Alors, quelquefois, on a vu les indicateurs de commande qui étaient assez forts dans l'industrie, avec justement des éléments informatiques intéressants. Mais de l'autre côté, on a la chimie traditionnelle, tout ce qui est acier, etc., qui, ici, pour certains parcours boursiers, ne sont pas mauvais, mais en termes d'indicateurs économiques, c'est pas là, et on aura encore une croissance à 0,2, 0,3, peut-être positive, mais effectivement, on retrouve malheureusement en termes macroéconomiques avec ce qu'on avait connu dans les années 2000, encore une comparaison, avec l'Allemagne grand malade de l'Europe. Et en fait, pour l'instant, le momentum n'est pas là et peine à se reconstruire. Alors, il y a, pour faire le lien avec ce que l'on disait... Pourtant, on y a cru en début d'année dernière qu'on allait avoir un moment en Europe, justement... Alors, les marchés ont surtout cru à la détente de la BCE et c'est là où ça donnait un ballon d'oxygène. Et là, même chose qu'aux États-Unis, il faut attendre un petit peu plus. La fenêtre de tir est à peu près la même. Mai, juin, juillet. Avril, je n'y crois pas parce qu'on n'aura pas les résultats sur les enquêtes en fait, de négociation salariale. Et les premiers indicateurs que l'on a sont encore beaucoup trop élevés, au-dessus des 5%, pour donner un environnement confortable à la partie la plus hawkish de la Banque Centrale Européenne. Alors derrière, simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'investissement public. Oui. Alors dans quelque chose qui est encore un petit peu gloomy, un peu triste, une consommation qui est là, mais on a l'impression qu'on consomme de l'épargne, mais même si le pouvoir d'achat va s'améliorer, on est encore avec une confiance qui est relativement modérée. Mais il y a de l'investissement public, alors que l'investissement privé peut faire défaut. Et cet investissement public, il est aussi, grâce à certains plans européens ou des initiatives nationales, dans ces fameux secteurs. Mais là, comme on disait tout à l'heure, il y a un rattrapage et on a pris le train peut-être un petit peu en retard. C'était la même chose pour des investisseurs frileux. Et bien l'Europe est un peu frileuse sur son AI. Frédéric Rosier, alors le luxe est mondial, mais cote sur des places européennes, en lien avec ce qui vient d'être dit. Quand on regarde effectivement les performances dans le secteur du luxe, qui était un petit peu à la traîne quand même ces derniers mois, là on peut se dire que... Oui, alors il y avait des raisons objectives, parce que pour revenir sur les chiffres économiques, on vit dans un monde sans la Chine finalement, et l'Europe finalement... Par rapport à la croissance américaine, l'Europe, on s'aperçoit que en l'absence d'un moteur chinois, il nous manque ce petit delta aussi. On le voit notamment en Allemagne. Et sur le luxe, c'était la même chose. Le luxe, l'année dernière, on part du feu de Dieu, le premier trimestre. Ouais. La Chine ouvre le 15 janvier de mémoire, autour du 15 janvier. Alors, des petits effets calendaires sur le luxe, mais globalement, on est porté jusqu'au premier trimestre, puis ça fait pchit pour le coup. Et on s'aperçoit que le luxe, il y a luxe et luxe. Et en gros, aujourd'hui, dans les résultats qu'on a, et c'est marquant, c'est encore plus marquant, on n'avait pas trop de doutes, mais c'est encore plus marquant aujourd'hui, il y a l'hyperluxe et le luxe. Et finalement, l'hyperluxe, il y a combien de sociétés d'hyperluxe aujourd'hui, réellement ? Moi, en tout cas, j'en vois que 2 aujourd'hui, c'est Hermès et Ferrari, pour faire ça. Ok, d'accord. D'hyperluxe, c'est-à-dire quelles sont les entreprises qui ont une capacité d'augmenter les prix quasiment indéfiniment, avec des temps d'attente dépassant 2 ans des fois pour des biens, en gardant la qualité, en augmentant ces cas d'Hermès, 4 nouveaux sites de production, et la demande est toujours là, et on continue à améliorer les marges. Finalement, il n'y a que
la réalité, c'est qu'il y a deux. Alors après, il y a des petits intervenants, mais globalement, dans les indices, il n'y a que deux sociétés. Et même LVMH, encore plus pour L'Oréal, il y a une part de consommation. Donc c'est des holdings finalement dans lesquels il y a des fois des poids morts. Ça peut être le parfum d'un côté, ça peut être le maquillage, le cosmétique. Donc c'est la réalité, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, et c'est encore plus parlant. Et il y a de la consommation en Chine. On le voit, parce que par exemple, il y a des acteurs du luxe comme Brunello en Italie qui a des plus 40% de progression. Donc dans l'hyperluxe, on a encore de la croissance et de la croissance robuste, mais qui est plus pris par des effets prix que par des effets volume. Mais par contre, effectivement, lorsque vous n'avez pas une marque finalement suffisamment puissante, et c'est un peu le danger qui arrive à LVMH, mais c'est un danger qu'on connaît depuis de nombreuses années. Je suis désolé, hein, j'espère que ça ne va pas être mal pris ce que je vais dire, mais c'est un peu le syndrome de la secrétaire qu'on appelle chez Louis Vuitton. C'est-à-dire qu'en Chine, Louis Vuitton est une marque tellement copiée, tellement portée, que c'est plus un élément de distinction sociale. Et le risque pour ce genre d'entreprise... Alors, il y a Dior à part, hein, bien sûr, il y a de l'hyperluxe aussi chez LVMH. Le risque, effectivement, c'est qu'on ne trouve plus ces niveaux de croissance en Asie parce que ça devient finalement inconsommable. C'est triste à dire, mais ça devient inconsommable. Donc, les vraies marques aujourd'hui d'hyperluxe, je répète, cotées, c'est Ferrari et Hermès. Pour l'instant, j'en vois pas beaucoup d'autres. Kering, donc c'est... Comme LVMH. Oui. Ouais. Il n'y a pas cette capacité. Alors, je ne dis pas que on ne va pas avoir des taux de croissance. Vous vous rendez compte, L'Oréal, mais on a déjà connu ça par le passé, il y a quelques années où L'Oréal avait plongé en bourse, le jour où ils avaient annoncé moins de 10% de croissance. Je ne me rappelle plus combien d'années, mais ça fait quelques années. Là, c'est un peu le même cas, c'est-à-dire qu'on a une contraction d'activité sur L'Oréal. Alors, le côté positif quand même, si vous permettez juste un instant sur la Chine, les discours après publication... plutôt confiant sur le départ sur le mois de janvier. Si vous écoutez Hermès, confiance sur ce qui se passe en Chine. Estée Lauder, c'était pas non plus mauvais et a plutôt été satisfaisant. On est dans une période, c'est l'année du dragon qui commence là, on a le nouvel an chinois. L'année du dragon est une année faste en Chine, c'est une année où on connaît un rebond sensible de la natalité. Le taux de natalité progresse. Il y a 12 ans, le taux de natalité avait progressé de 20 ou 30% par rapport à la moyenne. Donc il y a un aspect psychologique qui peut être important, et le luxe serait le premier, au sens large pour le coup, serait le premier bénéficiaire d'une reprise de la consommation, peut-être temporaire, ça peut-être durer 2, 3 mois, 6 mois, peu importe. Mais attention à surveiller ça commence le 10 février. On va voir les impacts, que ça soit sur les vins spiritueux, notamment le cognac, sur le luxe. Il peut avoir un petit effet positif qu'on avait peut-être sous-estimé. Yves Maillot, et on finira avec vous sur... le scénario luxe sur la côte européenne ou sur la côte française. Année du dragon de bois. De bois, oui, c'est ça. Oui. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Non, alors malheureusement, vous n'aurez pas de débat contradictoire aujourd'hui. Non, mais de toute façon, on n'a plus le temps. C'est pas grave. Effectivement, Hermès et Ferrari, c'est absolument le vrai luxe en réalité. Le reste, à décharge d'un groupe comme LVMH, c'est qu'au bout d'un moment, il est difficile d'avoir le même niveau de croissance, même si les derniers chiffres sont fabuleux. Hein. Oui, on parle quand même d'une entreprise qui marche très bien. La couverture mondiale. Hein, donc, oui. Voilà, et puis L'Oréal, effectivement, il y a un peu de luxe, mais c'est avant tout du consumer. Hein, et donc, on voit bien le problème. Ça n'en reste pas moins un formidable groupe. Hein, mais entre 45 fois les bénéfices, Hermès, c'est très cher, mais c'est magnifique. Ce sont même des gens qui peuvent tirer la demande en montant les prix. On est même à ce niveau-là, tout comme pour Ferrari. Hein, voilà. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un secteur quand on parle de deux entreprises qui ont effectivement cette anomalie sur leur marché ? Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que les boursiers, à mon sens, il y a quelques années, sont obligés un peu de le garnir, ce secteur, avec des acteurs qui étaient... en partie seulement dans le domaine du luxe et puis en partie dans les produits de grande consommation, un peu, voilà. Mais on n'est pas dans la même mécanique prix-demande, élasticité et inélasticité, bien sûr, oui, que celle qu'on connaît avec des produits comme ceux dont on vient de parler. Et donc, ça explique qu'à des moments d'un petit peu de freinage au niveau conjoncturel, on n'est pas les mêmes ressorts et donc les mêmes impacts au niveau croissance et profit. Et puis, donc, déception en bourse.
même si L'Oréal affiche toujours un tableau globalement qui est excellent. Mais peut-être que ça ne mérite pas de se payer 35 fois les bénéfices et seulement peut-être 25, 28, je ne sais pas, mais voilà. Et puis les choses repartiront normalement, j'allais dire, pour ce groupe, mais il ne faut pas caler L'Oréal sur Hermès, on en est très loin, effectivement. Eh bien, on finira là-dessus, messieurs, si vous le voulez bien. Yves Maillot, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de YAM Capital. Merci également Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée. Et merci Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Un focus, comme tous les mois, sur les ETF, que ce soit en matière de flux ou de volume, que nous réalisons avec Olivier Malteste. Bonsoir Olivier Malteste. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni. Donc on va évidemment parler, comme tous les mois, de la thématique ETF. Je ne sais pas si on peut parler de thématique, mais en tout cas de la classe d'actifs ETF. Mais avant peut-être de l'aborder de manière mensuelle, on va l'aborder de manière annuelle, puisque vous avez sorti votre bilan annuel 2023. Quels sont les grands enseignements en matière de gestion passive sur l'année qui s'est écoulée, Olivier Malteste ? Oui, alors c'est un peu de saison. On a sorti effectivement le bilan de l'année pour Yomoni, qui est un acteur qui se positionne vraiment sur les ETF d'une manière générale. Et ce qu'on a observé, nous, sur l'année 2023, c'est d'abord une croissance de nos encours d'environ 35% sur l'année, ce qui montre bien que les ETF de plus en plus bien sûr, intéressent de plus en plus. Ça se diffuse, ouais. Clients, tout à fait, voilà. Et donc on a passé, on est à 1,2 milliard sous gestion. On a une hausse du coup de 35% de nos encours sur l'année. D'accord. Et puis une collecte nette de 165 millions sur l'année, donc une bonne année pour Yomoni avec des bonnes performances. On sait que l'année 2023 était très compliquée pour la gestion active. La gestion indicielle réalise de bonnes performances, puisqu'on va jusqu'à 19% de performance pour notre assurance vie complètement en action. Donc c'est évidemment grâce aux équipes de gestion de Yomoni que je salue, mais c'est également aussi par la force de ce qu'on défend depuis le début par rapport à la gestion indicielle et les ETF globalement. On voit vraiment ça, nous, comme une validation du modèle qu'on pousse depuis le début. Un tout petit mot sur 2024 avant de parler des flux et volumes qu'on peut voir sur les ETF. Oui, alors on va évidemment continuer. On va essayer d'avoir deux axes sur l'année 2024 qui sont d'accompagner de plus en plus des clients plus haut de gamme. On voit que de plus en plus aussi au niveau des hauts de gamme et des clients en banque privée qui s'intéressent de plus en plus aux ETF. D'accord. Okay. Comme on a un modèle hybride, très digital évidemment, mais aussi déconseillé. Donc essayer vraiment de plus les accompagner et également de plus accompagner les pros, les indépendants notamment, en leur offrant aussi plus facilement des services liés aux ETF. Si on prend maintenant la cartographie mensuelle un petit peu de ce qui se passe sur les ETF, qu'est-ce qu'on constate en ce début du mois de février, Olivier Malteste, en termes de flux peut-être tout d'abord? Oui, tout d'abord les flux. Donc sur les flux globaux, on est à 19 milliards de souscriptions sur le mois de janvier, donc c'est un bon mois de janvier. Il y a toujours un effet historiquement sur l'effet janvier, ce qu'on peut appeler l'effet janvier, il y a toujours des volumes relativement importants. Ok, d'accord. Les gens reviennent sur les marchés, donc sur les ETF aussi. Toujours le mois de janvier, toujours un bon mois. Donc on a un bon mois de janvier, meilleur qu'en 2023 et moins bon qu'en 2021 où c'était vraiment l'année record sur les ETF, mais un mois relativement sérieux. Et si on regarde un petit peu la répartition entre actions et obligations, notamment, on voit qu'on a 12,6 milliards de flux sur les actions, les ETF actions. Ouais. Ce qui là est un bon mois et qui rentre bien sur ce qu'on a vu depuis le retour d'un marché plutôt risk-on, une appétence pour les actions depuis le mois d'octobre. Donc on a toujours été entre 11 et 15 milliards. Donc là on reste sur cette tendance-là. Et un marché obligataire, lui, qui a collecté environ 6,7 milliards de collecte nette sur l'année. Donc là, c'est sur le mois, pardon. Et donc là, on revient à quelque chose qui fait la moitié de ce qu'on voit sur les actions. Donc un volume relativement important, moins important que ce qu'on observait en début d'année 2023 sur les 6 premiers mois où l'année 2023 était marquée par les flux obligataires. Donc là, on revient sur quelque chose d'un peu plus normal sur le marché des ETF, mais un marché obligataire très soutenu et les matières premières qui ça pour le coup, oui, c'est ça. Ça décollecte. 2023, l'année 2022, ça continue. Donc avec 1 milliard de décollecte environ sur le mois et encore une fois vraiment spécifiquement sur les métaux précieux et en particulier l'or qui est vraiment la classe d'actifs et spécialement sur les matières premières qui décollectent globalement dans ce qu'on observe. Et alors dans ce qu'on voit autre, qu'est-ce qui reste comme classe d'actifs sur lesquels on peut mettre des ETF alors autre, il y a tout ce qui va être plutôt lié avec les effets de levier. D'accord. On ne regarde pas du tout chez Yomoni, donc c'est vraiment les ETF un peu plus spécifiques qu'on aborde en général peu parce on
les met, parce que c'est toujours intéressant de regarder, mais c'est vraiment des ETF qui vont être soit jouer contre le marché, on peut jouer contre le marché avec les ETF, donc jouer la baisse, soit des ETF à levier. Donc c'est vraiment pas les classes d'actifs vraiment traditionnelles que nous on privilégie évidemment chez Yomoni. Peut-être un tout petit mot sur quand on rentre un peu plus dans la classe d'actifs actions, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ETF sur les actions? C'est quoi? On parle des grands indices américains? Oui, alors en termes de collecte, c'est toujours intéressant de voir que la collecte des ETF souvent suit les performances des marchés et globalement. Et ce qu'on voit, c'est que comme l'année dernière, vraiment le premier thème, c'est les actions à grosse capitalisation qui sont observées, donc mondialement, couvertes essentiellement contre le risque de change. On voit aussi beaucoup de flux sur les actions américaines, évidemment. Le Japon aussi, sur les grosses capitalisations qui continuent. Bien sûr. Bonne performance depuis le début de l'année, donc tout ça est très cohérent. Et en termes sectoriels, évidemment, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est le secteur technologique qui continue bien sûr. de manière relativement importante. Si on regarde par contre sur les flux plutôt de rachat, de sortie de capitaux, on voit les actions européennes. D'accord. Voilà, donc il y a un écart vraiment de performance et de valorisation, mais en termes de flux, ça se voit aussi sur les ETF. Et notamment aussi, alors, le secteur au niveau des actions européennes qui a décollecté particulièrement, c'est tout ce qui va être lié à la value, qui n'a pas le vent en coupe. Toutes les entreprises décotées en Europe ne fonctionnent pas. On a aussi tout ce qui va être Asie hors Japon, puisque le Japon collecte bien, et également la Chine. Les actions chinoises continuent en fait à ne pas avoir l'intérêt des investisseurs. Bien sûr. Voilà, globalement sur le panorama de ce qui s'est passé au mois de janvier sur les actions. Sur les actions, sur les obligations Sur les obligations, alors ce qu'on voit sur les obligations, c'est que on voit le retour aussi du risque on. Donc on est plutôt des flux sur les actions, sur les obligations émises par les entreprises. Les grosses aussi, les obligations souveraines américaines, mais plutôt sur des durations plutôt courtes. Donc on voit qu'il y a une méfiance aussi potentiellement sur un repricing du moment où les banques centrales vont agir et donc potentiellement une tension sur les taux. Donc c'est plutôt les durations courtes sur les obligations américaines qui vont collecter. En décollecte, les obligations européennes, qu'elles soient donc souveraines européennes, qu'elles soient courtes ou longues, et puis les obligations plutôt longues sur le souverain américain ont décollecté. Après, on a des choses un peu spécifiques sur les obligations émises en CHF, parce que c'est très utilisé en Suisse au niveau des obligations. Bien sûr, mais voilà, pour résumer, c'est plutôt risk-on sur les obligations, plutôt sur le crédit, et avec des durations plutôt courtes sur les obligations américaines. Et on peut y voir un peu de crainte de repricing un peu en termes de baisse des taux, à quel moment les banques centrales vont baisser les taux. Et les chiffres aussi de l'emploi récents ont pu faire naître un petit peu de doute et de crainte sur un retour de l'inflation, par exemple. Et matières premières, vous nous l'avez dit tout à l'heure, donc effectivement, on se concentre sur les métaux précieux et or. Les métaux précieux en cas de sortie, ce qu'on a vu, même si l'or a plutôt des bonnes performances, on a vu des flux globalement sur l'or. On voit que c'est pas via les ETF que les investisseurs vont s'exposer sur l'or, et on a plutôt du coup des flux de sortie. Ça a été en 2023, c'était également le cas, 2022 aussi. Donc c'est vraiment les matières premières par ETF sont pas quelque chose de recherché. C'est la tendance. On va évoquer effectivement peut-être aussi une thématique, ou en tout cas une gestion de conviction en lien avec l'ESG. Juste avant, vous nous avez évoqué tout à l'heure les différents profils un petit peu d'investisseurs sur les ETF. On retrouve des différents profils selon qu'on investit sur les obligations, les actions en ETF, ou c'est ensuite où il n'y a pas de distinction spécifique? Non, en fait, on peut tout faire. Via les ETF, on peut tout faire. Donc, dans les gestions, globalement, on va pouvoir chercher à faire de la gestion diversifiée et ensuite aller chercher différents types d'ETF. Je comprends. Oui. Tout à fait. Donc, c'est vraiment utilisé de manière très flexible, globalement, par les investisseurs. L'ESG, grande thématique sociétale, mais aussi boursière sur les ETF. Est-ce qu'on constate que c'est aussi une grande thématique? Alors, c'est une thématique qui se développe depuis plusieurs années, évidemment aussi par le biais des ETF. 2022 avait été très compliqué en termes de volume, 2023 aussi, donc forcément on regarde toujours en termes de volume ce qui se passe. Et le mois de janvier 2024 est décevant en termes de flux. Si on regarde vraiment spécifiquement sur les ETF actions, par exemple, on n'a eu que 7% des flux sur les ETF actions qui se sont tournés vers des ETF qui prennent en compte de l'extra financier. D'accord, donc c'est relativement faible, bien sûr. Très très faible. La part de marché globalement de l'ESG, c'est 22-23% sur les ETF, et donc là c'est que 7%. Le marché obligataire, lui, les ETF obligataires, on est à 35%, donc on a plutôt des volumes importants côté obligataire, mais comme il y a moins de volume sur l'obligation, globalement c'est un mois qui est relativement décevant. On a environ 2 milliards, donc sur les 19 milliards de souscriptions qu'on a eu de collecte nette sur les ETF, on n'a que 2 milliards qui ont été spécifiquement sur des ETF en lien avec la thématique ESG.
globalement. Donc c'est un petit mois de janvier. L'année 2024 commence vraiment doucement en termes d'appétit des investisseurs pour les thématiques ESG. Ouais. Si on parle des émetteurs, justement, peut-être en lien avec l'ESG également, il y a du mouvement de ce côté-là ou... Alors les émetteurs, on distingue vraiment nous les deux, on essaie de regarder les deux. Donc si on regarde les émetteurs au global, et en termes de... Le mois de janvier est assez intéressant, puisqu'en fait, les 4 premiers, par exemple, émetteurs d'ETF, suivent exactement leur part de marché. C'est-à-dire que c'est BlackRock qui a été le premier, comme souvent, en termes de flux sur le mois de janvier, suivi par Amundi. Ensuite, vous avez DWS, donc la filiale de Deutsche Bank et Vanguard. Et c'est vraiment les 4 plus gros émetteurs. Donc ça, on voit que le rang est tout à fait respecté, le classement est respecté sur les premiers. Ce qui est important aussi, lorsqu'on regarde les flux, par exemple, si on prend BlackRock avec 10 milliards par rapport aux 19 milliards, c'est qu'ils les 4 collectent plus que leur part de marché. Donc ils ont accru leur part de marché sur le mois de janvier. Donc c'est un mois de janvier très solide par les têtes, les têtes de liste, entre guillemets. Enfin, vraiment ceux qui sont les plus gros émetteurs d'ETF. Donc ça, c'est vraiment sur les flux globaux, que ce soit ESG, pas ESG. Et on regarde depuis quelques temps aussi plus spécifiquement sur l'ESG. Et donc le premier émetteur ESG sur le mois qui a le plus de collecte, c'est DWS, suivi par Amundi et JP Morgan. Et BNP, qui est un gros émetteur ETF, ESG, qui se spécialise vraiment sur ces thématiques ESG-là. Lui est plutôt en décollecte, que ce soit globalement ce mois-ci ou sur le côté ESG. Est-ce qu'on a vu des nouveaux ETF lancés, Olivier Malteste, sur ce début d'année 2024 ? On a vu des nouveaux ETF comme tous les mois. On en a vu 13 émissions. Donc c'est un mois relativement important en termes d'émissions sur les nouveaux ETF. Il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes sur le mois de janvier. La première, c'est que tous les mois, en fait, je note qu'il y a, même si les flux sur l'ESG se sont ralentis depuis quelques mois, voire quelques années, on voit que toujours il y a beaucoup d'émissions d'ETF vraiment sur la thématique ESG. Là, sur les 13, on peut noter qu'il n'y a que 3 qui prennent en compte les composantes extra-financières. Donc c'est un mois un peu décevant aussi en termes d'innovation et en termes de lancement d'ETF sur le côté ESG. On a 3 ETF actifs. Donc on sait que les ETF actifs sont des thématiques qui sont régulièrement repoussées par les providers d'ETF et notamment par JP Morgan qui vient de lancer 3 nouveaux ETF sur les actions américaines. Intéressant aussi, donc c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant aussi, c'est BlackRock qui a émis un ETF iShares sur le marché des soukouk. Donc les soukouk, c'est l'équivalent des obligations dans la finance islamiste. On a vu, c'était plutôt en 2022, une vague de lancement de produits ETF qui étaient soit plutôt sur des thématiques en respect du Coran et de la charia d'une manière générale, soit même avec des filtres plutôt sur catholiques, donc vraiment avec des convictions un petit peu plus profondes. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu de nouveaux ETF. Donc là, on peut noter que iShares a réémis, donc BlackRock a réémis un nouvel ETF donc sur les soukouk. C'est une manière de remplacer les obligations puisqu'on n'a pas le droit d'investir avec le passage du temps. Bien sûr, uniquement. Donc c'est voilà. Donc ça c'est assez intéressant globalement. Et en termes ESG, donc ce qui a été émis, il y a 2 ETF obligataires émis par BNP, un souverain donc sur l'euro, un souverain et un corporate qui prennent en compte les composantes ESG. Il nous reste quelques secondes, un mot peut-être sur le positionnement de YoMoney et on finira là-dessus. Oui, bien sûr. Le positionnement, donc nous on reste plutôt constructif, c'est-à-dire qu'on va sur un profil 50-50, on va se surexposer, toujours en action, et on va garder nos 2 thématiques qui, je vous écoutais juste avant, qui restent sur les actions américaines. Donc toujours on privilégie les actions américaines d'une part et toujours le secteur technologique d'autre part sur le côté action. Donc on reste vraiment sur ce positionnement-là qui pour l'instant ne donne pas signe de faiblesse et donc on reste fidèle à ces convictions. Merci beaucoup Olivier Malteste de nous avoir accompagnés donc dans Marché à thème, la dernière partie de l'émission Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements chez YoMoney. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart.